Bonjour à tous, aujourd'hui capsule spéciale, on est en compagnie d'Olivier Perrault à la Maison du Violon. Olivier, d'abord, merci d'avoir accepté de faire la capsule avec nous. Plaisir pour moi. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien du violon. Donc, premièrement, Olivier, dis-moi, le métier de luthier, qu'est-ce que c'est et quel genre de service vous offrez? Donc le luthier, finalement, a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est effectivement la fabrication du violon. Le deuxième aspect, c'est la réparation, restauration. Le troisième aspect, il y a le côté commercial, forcément, donc la vente des instruments, des accessoires, etc. Et le quatrième aspect, qui est peut-être un peu moins connu, c'est l'expertise, la reconnaissance d'où vient l'instrument, parce que souvent, on a des violons qui traînent dans le grenier et on ne sait pas trop l'origine, finalement. Donc, du coup, l'expert va nous permettre de pouvoir arriver à ça. Donc, la maison du violon, on est vraiment spécialisé dans les produits pour les étudiants. Donc, on fait aussi bien la vente que la location des instruments qui permet de débuter. On fait la réparation, l'entretien, les montages aussi, c'est très important. Mettre un chevalet, dresser la touche. On fait le recrinage, le reméchage plus exactement, et puis après la vente de tous les accessoires. Olivier, quelles sont les recommandations de base pour s'éviter des problèmes avec un violon? Donc en fait, on vit dans un pays qui a des variations de température extrêmes. On passe de l'hiver qui est extrêmement sec, l'été extrêmement humide. Donc forcément, le bois travaille énormément. Donc s'il travaille de trop, avec trop de tension, forcément, il risque d'avoir des fractures, ou tout du moins, le premier signe qu'on peut avoir, c'est les chevilles qui se défont. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours veiller à ce que l'humidité du violon, entre guillemets, surtout l'hiver, soit située entre 35 et 55 % d'humidité. Donc on peut le vérifier avec un hygromètre digital, parce qu'à aiguille, ça ne marche pas très bien. D'ailleurs, les hygromètres qui sont dans les boîtes de violon, ça ne fonctionne pas très bien, parce que c'est un cheveu, et le cheveu, dépendamment de l'épaisseur du cheveu, etc., il y a une grande diversité. Donc un hygromètre digital nous permet effectivement d'avoir une lecture très précise pour contrôler. Donc, pour contrôler l'humidité, c'est très simple. À la maison, il peut y avoir un humidificateur ou alors d'ajouter en même temps dans l'étui, il y a des petits humidificateurs qui existent sur le marché qui sont très bien. Le violon va garder sa stabilité. Dis-moi, est-ce que c'est important de jouer à tous les jours sur un violon et pourquoi? Alors en fait, le violon, c'est une matière vivante. Le bois a besoin de se mettre en vibration. Quand il se met en vibration, forcément, le bois va enregistrer cette souplesse qui va permettre au violon de développer des harmoniques. Qu'est-ce que c'est qu'une harmonique? C'est la subdivision de la note principale et qui va donner la richesse et la couleur de l'harmonique. Un violon qui ne jouera pas de manière régulière, forcément, va redevenir rigide. C'est fou à dire, mais va revenir un peu rigide et donc il n'y aura pas autant de souplesse, autant de qualité sonore. Ça donne, moi, que vendredi prochain, c'est mon concert avec mes élèves. Félicitations. Merci. En fait, je veux savoir, pour mettre mon violon à son meilleur, qu'est-ce que je devrais faire? En fait, il y a plusieurs choses à placer. La première chose, la propreté. C'est quelque chose que je trouve fantastique parce qu'on a un beau vernis. De faire que le public puisse en profiter, c'est important. Puis il y a aussi une question sonore. Donc, pour le nettoyer, donc, un chiffon de coton blanc qui nous permet d'enlever la colophane ou la résine qui s'est accumulée sur l'instrument. Sec. Sec, absolument. Pas de produit, pas de pledge, pas de fait qui brille ou quoi que ce soit. Non. Okay. Sec, c'est suffisant pour le moment. Tu me parles de vernis. On a-tu un équivalent? Y a-tu un produit qui nous aiderait à faire ressortir ce lustre? Oui, absolument. Donc, on a un produit, en fait, qui date du XVIIe siècle, que les ébénistes français utilisaient pour nettoyer les meubles. Il faut savoir qu'à l'époque, on éclairait la bougie faisait du nord de fumée, okay. Et donc la suie, et donc se déposait sur les meubles. Alors, pour nettoyer les meubles sans altérer les vernis, on utilisait ce qu'on appelle du Supernico aujourd'hui, qui est un lait abrasif qu'on va appliquer sur le vernis en frottant légèrement. Et après, en essuyant avec du papier toilette ou un chiffon très doux, va nous permettre d'enlever tout le côté résineux, finalement, de la colophane ou les traces de doigts ou les choses qui sont un peu plus incrustées que le chiffon sec ne pourra pas enlever, finalement. Dans mon entourage, moi, je connais des gens qui jouent du folklore ou des violonneux. Et puis, ils ont cette tendance-là à laisser la colophane sur leur violon. Et c'est comme une tradition, c'est un signe de fierté, montrer qu'ils jouent beaucoup avec leur violon. Est-ce que c'est recommandé, ça? En fait, pour le musicien classique, non. J'ai expliqué pour quelle raison les violonneux gardaient la colophane. C'est qu'à une certaine époque, avant l'amplification, il fallait que le violon soit capable de passer au-delà de l'accordéon, du piano, pour qu'on puisse faire danser les gens, bien sûr. Et la colophane s'était rendu compte d'une chose, c'est que s'ils ne nettoyaient pas leur instrument, la colophane durcissait la surface de l'instrument. Forcément, la table développait beaucoup plus d'harmonique aiguë et le violon passait beaucoup plus loin. Donc, c'était pour cette raison qu'en fait, c'était comme une couche additionnelle de vernis pour justement rigidifier la table et faire en sorte que ça passe très loin. Mais le violon classique, entre guillemets, n'a pas besoin de cette rigidité-là. Au contraire, a besoin de plus souplesse possible. Donc, il faut absolument enlever la colophane de manière à ce qu'on puisse enlever justement cette capacité à développer des harmoniques aiguës qui, en général, sont plutôt casse-oreilles que d'autres choses si on entend juste le violon tout seul. Pour ce qui est des cordes du violon, comment on fait pour les nettoyer?
Donc en fait, il faut comprendre pour quelles raisons on veut les nettoyer. En jouant la corde, forcément, avec la colophane s'agglutine autour de la corde. Donc à ce moment-là, ça rigidifie la corde qui développe des harmoniques aiguës. On n'en veut pas. Donc on va la nettoyer. La nettoyer, c'est très simple. La résine, on a dit que la colophane était une résine, elle se dissout dans l'alcool. Alors, il ne s'agit pas d'arriver avec la bouteille d'alcool et puis saupoudrer tout ça. Là. Non, non, parce que là, on va dissoudre le vernis. Il faut faire très attention à ça, justement. Donc, pas d'alcool sur le bois. Pas d'alcool sur le vernis, c'est clair, net et précis. Par contre, on peut utiliser les tout petits tampons d'alcool pour désinfecter certaines plaies ou des choses comme ça, dont l'alcool, le tissu est imbibé suffisamment, mais ne coulera pas. Et donc, on pince la corde avec ce chiffon-là, de manière à ce qu'on suive la corde pour justement enlever le plus gros de la colophane. À quelle fréquence on devrait nettoyer nos cordes? Donc en fait, il y a certains musiciens qui vont le faire tous les jours. Ils vont souvent jouer 3-4 heures, donc forcément, ça nécessite un petit nettoyage avec chiffon sec. En général, pour les étudiants, on recommande une fois par semaine de frotter les cordes avec chiffon sec de manière à enlever le surplus. À quelle fréquence on devrait changer nos cordes? Donc grosso modo, les étudiants qui travaillent entre 20 minutes puis 1 heure par jour, c'est une année et demie. Il n'y a pas de signe vraiment distinct qui nous permet de dire « Ah, il faut changer les cordes ». Donc, on y va par fréquence. Les musiciens professionnels, à l'opposé, eux, c'est au bout de 3 mois, à ce moment-là, ils changent leurs cordes. C'est certain que si la corde devient rugueuse ou si elle devient un peu blessante, c'est certain, là, c'est... Ah, c'est clair, effectivement. Mais bien souvent, c'est ça. C'est la transpiration qui va altérer la corde et qui va faire que l'alliage, l'argent ou l'aluminium, va s'altérer très, très rapidement. Et pour les gens à la maison, si vous avez besoin de changer une corde, sachez qu'il y a une capsule qui est entièrement dédiée à ce sujet-là. Donc, concernant le chevalet maintenant, s'il se met à pencher, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut le replacer nous-mêmes? Donc, en fait, il y a une prévention à faire. Dans un premier temps, c'est de pouvoir mettre un petit peu de mine de crayon sur les emplacements des cordes sur le chevalet pour faire en sorte que la corde puisse glisser sur le chevalet et non pas embarquer le chevalet avec. Ça, c'est la première des choses à faire. Deuxième chose, si toutefois le chevalet part en avant, à ce moment-là, on va pouvoir le redresser. Donc, de bien caler l'instrument sur une table, mettre les mains sur le violon, les coudes collés au corps pour bien se caler, passer le chevalet sur le dessus des cordes et le ramener tranquillement vers nous. Et à ce moment-là, on va vérifier si le chevalet est bien à 90 degrés par rapport au plan du bord. C'est quelque chose de vraiment important. Alors, le chevalet n'est pas une pyramide. Le chevalet va avoir la face arrière relativement plate par rapport à la face avant. Donc, on va avoir le sentiment que le chevalet penche à l'arrière, mais en fait, il faut se concentrer sur la face arrière. Si la face arrière est à 90 degrés par rapport au plan du bord, tout baigne. Et dans le cas où on aurait un chevalet qui tombe complètement, ça, c'est un peu plus délicat parce que le chevalet a une place très précise sur l'instrument. C'est comme la personne qui saute sur un trampoline. S'il saute un petit peu à côté, son saut va être un peu altéré. Donc, c'est un peu la même chose au niveau du son. Donc, il faut le placer vraiment bien au milieu. Donc, bien souvent, je recommande de venir nous voir, ça c'est clair. Ou alors, peut-être de placer le chevalet sur des crans très spécifiques. Donc, l'F a un cran qui permet justement de placer le chevalet pour déterminer l'emplacement du chevalet. À ce moment, on va pouvoir le mettre ici et le centrer par rapport à la touche. Donc, il y a une visée à faire pour s'assurer que le chevalet soit bien centré par rapport à la touche. C'est une opération qui est assez précise. Moi, je recommande personnellement à mes élèves d'aller voir le luthier directement. C'est préférable, effectivement. Oui, puis aussi, je pense qu'il y a une question qu'à l'intérieur, l'âme risque aussi de se déplacer quand le chevalet tombe. C'est un fait. On arrive en période humide, l'été, donc forcément, les voûtes gonflent, donc la tension de l'âme est moindre. Donc, dès que la pression s'enlève, le chevalet tombe, le risque que l'âme tombe est plus grand. Puis alors ça, c'est moins facile. Parce que si je comprends bien, dans le fond, le chevalet, tout comme l'âme à l'intérieur, c'est tenu seulement par la pression des cordes. Absolument. Et ça se doit d'être comme ça, parce que ça nous permet effectivement, nous, luthiers, de déplacer le chevalet à certains égards pour la qualité sonore ou pour les réglages de sonorité. On va déplacer l'âme également. Donc, il ne faut pas que ce soit collé. Personnellement, je recommande à mes élèves d'utiliser un cordier avec 4 ajusteurs. Je trouve ça plus précis là, pour ajuster. Bon. Si les ajusteurs se mettent à être plus difficiles à tourner, qu'est-ce qu'on fait? En fait, la première des choses, c'est de voir quelle est la qualité du grip. Souvent, ça peut être justement la colophane qui se met dessus, etc. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dévisser la petite vis, de le nettoyer avec la colle à friction, le fameux petit tampon alcoolisé, et puis après, de mettre de la cire de bougie. Pas mettre du savon. Le savon est contre-indiqué parce que bien souvent, il va gripper au bout d'un moment. Il va figer, il va gripper. Alors que la cire de bougie est vraiment un lubrifiant parfait. Alors, il y en a certains, pour ceux qui sont les plus fancy, vont mettre de l'huile machine à coudre, qui est une huile extrêmement fine. Mais franchement, je recommande plutôt la cire de bougie. Pour ce qui est des chevilles, si elle se met à mal tourner, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il peut y avoir le fait qu'elle tourne mal, mais aussi l'hiver, parfois, elle se débobine parce que trop sec. Donc ça, d'ailleurs, c'est un des premiers symptômes à veiller de la sécheresse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On démonte la cheville, juste une cheville à la fois pour garder la tension sur le chevalet, parce qu'on l'a bien dit tout à l'heure, le chevalet risque de tomber. Donc, on défait juste une cheville et à ce moment-là, donc, on va déposer une toute petite partie de savon sur la cheville. On va remettre la cheville à sa place pour la tourner, pour
répandre le savon tout autour de la cheville, on ressort la cheville, on va mettre une toute petite noix de craie sur la cheville pour faire exactement la même manipulation pour les tendre. Une fois que c'est fait, après on va replacer la corde d'une manière très spécifique pour aider la cheville à bien tenir. Donc la corde va s'enrouler tranquillement autour de la cheville pour rejoindre le chevillet, pour donner une pression sur la cheville pour qu'elle puisse s'enfoncer et rester en tant que telle. Récemment, j'avais une élève qui entendait un son bizarre. C'était comme une espèce de buzz pendant qu'elle jouait. Puis après avoir regardé, on s'est rendu compte que c'était la mentonnière qui était lousse. Ça arrive-tu souvent? Comment on fait pour la replacer dans ce Oui, temps-là? ça peut arriver effectivement. Dès qu'il y a un petit loose, forcément, on a un corps vibrant. Donc la mentonnière peut se mettre en contact avec quelque chose qui va faire un buzz, effectivement. Donc à ce moment, ce que je recommande, c'est la mentonnière est tenue par une mécanique qui est au niveau du côté de l'instrument. Et donc il y a des petits trous dans cette mécanique-là. Donc de prendre un petit clou et de l'enfoncer, pas en totalité pour ne pas rayer le vernis derrière la main, absolument. Oui. Et donc à ce moment-là, de tourner tranquillement la mécanique pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit assez serrée. Il ne faut pas que ce soit extrêmement serré, mais serré de manière à ce qu'on ne soit pas capable de bouger la mentonnière quand on fait une petite pression dessus. Donc, dis-moi, à quelle fréquence je devrais aller voir mon luthier? Du fait qu'on vit dans un pays où les températures changent énormément, donc bien souvent, je dis aux intersaisons. Ceci dit, il y a une période qui est très importante, ça peut être aussi juste avant les concerts, 15 jours avant, 3 semaines, de manière à ce que le violon soit à son meilleur, parce que bien souvent, on fait un réglage de sonorité. La vérification en tant que telle, ça va être justement de voir si les chevilles tiennent bien, le cheval est bien dressé, bon, si l'instrument n'est pas décollé, pour qu'il n'y ait pas de petits buzz ou des choses comme ça. Donc souvent, c'est gratuit. Si on doit faire un réglage de sonorité, à ce moment-là, c'est entre 35 et 55, dépendamment du temps qu'on va y passer ou dépendamment de l'exigence du musicien. Mais donc, ça va permettre effectivement au violon de bien sonner et faire que l'enfant ou le professionnel ait du plaisir à jouer son violon. As-tu d'autres conseils à nous donner, des choses que tu trouves importantes? Je pense que de toute façon, la première des choses, on va revenir sur l'humidité. L'humidité, c'est notre premier ennemi. Ça peut créer des fractures. Alors ça, c'est génial, ça nous met beaucoup de travail. Venez nous voir, c'est superbe. Non. En fait, ça affecte l'instrument, puis c'est dommageable finalement, parce qu'un instrument doit passer plusieurs générations. Donc, il faut l'entretenir. La deuxième des choses, c'est que parfois l'instrument peut se décoller. C'est un phénomène normal pour justement éviter ce genre de fracture-là. La table d'harmonie ou le fond peut se décoller pour éviter justement toute tension. Donc, il faut venir nous voir. À ce moment, on va faire le recollage. C'est quelque chose d'assez bénin. Justement, comment on peut faire pour entrer en contact avec toi? Donc, pour desservir toute la grande région de Montréal, j'ai 2 boutiques. Une à Montréal, sur la rue Saint-Hubert, et l'autre à Laval, sur le boulevard Curé-Labelle, sur le quartier Sainte-Rose. Par contre, ce que je fais, c'est que je me déplace dans les régions. Ah oui? Oui, absolument. Donc, je vais jusqu'à Rimouski en passant par la Pocatière, Rivière-du-Loup, je m'arrête à Québec, je vais jusqu'au Saguenay, je vais même jusqu'à Normandin pour donner du service de lutherie, parce que pour moi, c'est essentiel de donner du support aux ces jeunes violonistes, mais aussi aux professionnels. Donc, les gens peuvent aller directement sur ton site Internet qui se trouve à être? Oui, c'est la maisonduviolon.com, enfin maisonduviolon.com, où vous allez avoir effectivement tous les services, tout ce qu'on peut offrir, mais aussi pouvoir vous inscrire sur les listes quand je passe dans les régions pour qu'on puisse vous donner des rendez-vous, etc. Olivier Perrault, propriétaire et luthier à la Maison du Violon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de l'entretien du violon. C'est vraiment un plaisir. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com.